France 2. EDF, près de 5 millions de Français actionnaires. Un succès populaire, l'action a été fixée à 32 € pour les particuliers. Le groupe entre en bourse lundi. Le procès d'Outreau, Myriam Badaoui demande pardon aux accusés. Elle reconnaît une nouvelle fois avoir menti. La principale accusatrice avait multiplié les volte-face. Ce soir, le dossier semble vide. Les accusés ont été disculpés. L'ouverture du congrès du Parti socialiste au Mans. François Hollande, Laurent Fabius et les autres veulent afficher leur unité. Une union d'apparence, de façade, nous verrons. 3 jours pour que le PS se donne une ligne, un programme dans la perspective de 2007. Médecine avec la mise au point d'un gel capable de réparer les vaisseaux sanguins et des tissus humains. C'est presque de la science-fiction. Si cette découverte américaine tient toutes ses promesses, elle permettra de construire de nouveaux organes. Monaco vit à l'heure des cérémonies d'intronisation du prince Albert II qui nous a reçus au palais pour une interview exclusive. Demain, jour de la fête nationale monégasque, ce sera le grand jour avec leur retransmission de la messe pontificale en direct sur France 2 à laquelle participeront de nombreuses délégations étrangères dont plusieurs héritiers des familles royales. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par le succès d'EDF qui a attiré près de 5 millions d'actionnaires, un record. L'entrée en bourse se fera donc lundi. L'action a été fixée à 32 € pour les particuliers. Près de 2 salariés sur 3 du groupe sont devenus souscripteurs. François Boudonnet, Jacques Gérard, Frédéric Pasquette. La bourse de Paris n'aura jamais été aussi populaire. 3 semaines seulement après l'annonce de l'ouverture partielle de son capital, EDF a séduit 5 millions de petits actionnaires. Du jamais vu donc dans l'histoire de l'actionnariat français, c'est presque 2 millions de plus que Gaz de France cet été, 1 million de plus que France Télécom en 1997, le précédent record. Vous allez pouvoir rapidement anticiper l'évolution du CAC 40. Hasard du calendrier, ce salon de petits actionnaires a ouvert ses portes ce matin à Paris, parmi eux des acheteurs de titres EDF. Vous pensez que c'est une bonne affaire donc d'acheter de l'EDF? Une bonne affaire dans le temps, oui, dans 5 ans, 10 ans. J'ai confiance en l'EDF, c'est une société performante. Et chaque Français devrait participer. Ah, si vous faites ça, c'est un acte citoyen presque. Oui, enfin oui, surtout. Enfin bon, je pense qu'aussi j'ai quand même retiré quelques bénéfices, n'est-ce pas? Acte citoyen ou bonne affaire, de l'avis des spécialistes, à 32 € pour les particuliers, 33 € pour les institutionnels, l'action EDF est chère. Ce qui est surprenant, c'est que l'engouement s'est fait malgré un cours relativement élevé du titre EDF. Vraisemblablement, les petits porteurs qui ont acheté des actions EDF vont les conserver durablement et c'est ce qu'il faut faire. Autre leçon de cette ouverture de capital, les personnels ont répondu massivement présents. 2 salariés sur 3 devraient ainsi acquérir une part du capital de leur groupe. Une révolution dans une entreprise où les syndicats se battaient depuis des années contre cette entrée en bourse. Y a-t-il une sortie de crise en vue à Marseille, à la RTM? Les traminots ont en tout cas reconduit leur grève des bus et des métros jusqu'à lundi. En fin de journée, les négociations ont été suspendues jusqu'à demain. Dans leur majorité, les salariés de la RTM ont appuyé par un vote les propositions de leurs syndicats. Et d'autre part, les syndicats ont saisi la justice en déposant un référé à l'encontre de la direction. Ils l'accusent de vouloir briser la grève en ayant recours à des CDD. Et puis du côté de la SNCF, l'ombre de la grève se précise. Le principal syndicat de conducteurs vient de rejeter les dernières propositions de la direction et maintient donc son préavis de grève illimité à partir de lundi 20 h. La SNCF, pour sa part, indique qu'une partie du trafic sera de toute façon assurée. Enfin, à la RATP, la CGT dépose un préavis de grève pour mercredi. Justice avec le procès d'Outreau. Myriam Badaoui, la principale accusatrice, demande pardon aux 6 accusés qui sont rejugés dans cette affaire et qui ont toujours clamé leur innocence. Des accusés qui ont été mis hors de cause tout au long de cette semaine et définitivement aujourd'hui. Myriam Badaoui qui demande à la Cour de la croire après ses nombreuses volte-face. Le procès d'Outreau où dans le box des accusés, il n'y aurait plus que des victimes des délires mensongers de Myriam Badaoui et des dysfonctionnements de la justice. Dominique Verdaillan, Daniel Lévy, Zindan Berkous. Myriam Badaoui arrive de la prison de Rennes. Elle y purge sa condamnation à 15 ans. Dans la salle d'audience, tous les regards se tournent vers elle. D'une petite voix timide, mal assurée, elle va en 5 minutes tenter d'effacer 50 désastres. Elle se tourne vers les 6 accusés. Je voudrais leur demander pardon. Voilà, j'ai menti, j'ai détruit leur vie. J'espère qu'ils vont retrouver leur dignité. On ne bâtit pas sa vie sur le mensonge. Et celle qui a tant menti demande aux jurés de la croire. Je suis soulagé, c'est clair qu'ils entendent la vérité pour aujourd'hui une nouvelle fois. C'est un grand plaisir quand même, c'est un bonheur. Ce qu'elle m'a fait est grave, mais c'est fait. Et je suis là, et je comparais.
devant une cour d'assises. Ça, c'est le plus dur. Les ex-époux de lait sont d'accord sur un point, l'influence du juge Fabrice Burgot. Il ne m'a pas cru, dit l'un, quand je lui ai dit « tout cela est faux ». Je veux bien assumer mes responsabilités, insiste Myriam Badaoui, mais il faut que le juge assume aussi. Il a soufflé le nom de Legrand, c'est facile de tout mettre sur mon dos. Une audience comme on en voit rarement dans un procès, un avocat général qui se range du côté des accusés et qui fustige violemment les témoins, coupables d'avoir menti. On l'a bien compris, aujourd'hui, il s'agissait avant tout de défendre le juge et la justice. La Cour d'assises de la Loire vient de condamner à 28 ans de prison Magali Rossi, accusée d'avoir tué un boulanger en août 2002, un braquage qui avait mal tourné. La peine décidée par les jurés est supérieure à celle requise par l'avocat général. À Grenoble, les affrontements de la nuit dernière ressemblaient à ceux des banlieues il y a quelques jours. En réalité, c'est la fête qui a mal tourné, la fête du Beaujolais nouveau, qui s'est terminée par un face-à-face entre étudiants et forces de l'ordre venus au secours des pompiers. Franck Genosso. CRS contre étudiants. Hier soir à Grenoble, la traditionnelle fête du Beaujolais s'est transformée en bataille de rue. C'est normal que tu dois filmer, mec, et les mecs qui se sont défoncés la gueule. Un peu après minuit, les pompiers sont appelés pour soigner un blessé. Pris à partie, ils demandent des renforts de police. Les affrontements dureront 3 heures. Oui, on a en tort du fait qu'on fait du bruit, on se rassemble. C'est honteux parce qu'on est simplement là en train de faire la fête. Drôle de façon de faire la fête pour certains. Les CRS répondent par des gaz lacrymogènes. Ils auront bien du mal à maîtriser les jeunes les plus avinés. Le retour au calme n'aura lieu que vers 4 heures. Au final, quelques blessés légers et très peu de dégâts, même si ce matin, les rues du centre-ville étaient encore recouvertes de verre. Pour les 21 personnes interpellées, le réveil a dû être difficile. Ce soir, elles sont toujours en garde à vue et encourent des sanctions lourdes. Le fait de rester dans un attroupement alors que les sommations ont été faites constitue un délit qui est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Cela fait 6 ans que Grenoble est le théâtre d'incidents pour la fête du Beaujolais. La mairie envisage de demander une fermeture des bars à minuit pour ce genre d'occasion. Une enseignante française partie au Népal n'a pas donné de ses nouvelles depuis plus de 2 mois. Elle était partie à Katmandou travailler sur un chantier humanitaire. Sa famille a porté plainte. Son frère, extrêmement inquiet, pourrait faire le voyage la semaine prochaine. Zindine Boudaoud. Céline Henry avait choisi le Népal pour effectuer une mission humanitaire. Cette institutrice de 33 ans a quitté la France le 22 juillet dernier pour se rendre en Inde, puis au Népal. La jeune femme a disparu le 3 septembre. Ce jour-là, elle visite une réserve naturelle près de Katmandou. Elle n'est jamais repassée à son hôtel où ses affaires ont été retrouvées. Accident, enlèvement, Céline Henry n'a plus donné signe de vie ni à sa famille, ni à ses amis. Pendant tous ces déplacements, elle nous écrivait 2 à 3 mails par semaine aux uns, aux autres. Et depuis le 3 septembre, rien. Plus rien. En Bretagne, où Céline Henry était installée, ses proches se mobilisent pour la retrouver. Un site internet a été créé et ses parents ont déposé une plainte pour enlèvement. Les autorités népalaises ont été contactées, mais l'enquête n'a guère avancé. Seule piste, les vêtements d'une jeune Allemande portée disparue elle aussi, retrouvés il y a quelques jours dans cette même réserve naturelle. On est passé par toutes les suppositions de l'enlèvement, mais bon, l'enlèvement, on sait que là-bas il y a une guérilla civile, il y a les maoïstes, etc., qui enlèvent régulièrement des personnes pour des raisons d'endoctrinement, etc. Bon, mais ce sont des Népalais. Il n'y a pas de cas d'enlèvement de touristes à fin politique. Un enquêteur allemand s'est déjà rendu au Népal pour retrouver la trace de sa jeune compatriote. Les autorités françaises espèrent faire de même. Le juge d'instruction attend le feu vert du Népal pour s'y rendre. Le frère de Céline Henry, lui, fera le voyage dès mardi prochain à la recherche de sa sœur. En France, les températures dégringolent au-dessous de zéro. Le plan d'urgence pour les sans-abri a été activé depuis le début du mois. Si le thermomètre continue de descendre, de nouvelles places d'hébergement seront mises à disposition des SDF. Ce soir, un message de vigilance a été adressé au préfet. Julia Delage, Frédéric Capron. Pour Arwan, Jean-Claude et Arnaud, l'hiver qui s'installe sonne comme chaque année le début du calvaire. Depuis le 1er novembre, le déclenchement automatique du plan hiver leur permet d'accéder plus facilement à un hébergement d'urgence qu'ils refusent comme beaucoup. On t'appelle le 115 et te disent comme ça, oui, on a une place pour vous ce soir, mais il faut se présenter avant telle heure. Et après, tu n'as plus le droit de sortir du foyer. Et moi, je considère qu'on n'est pas des prisonniers.
Pour tenter de répondre à ces besoins, cette année, le plan hiver prévoit 1000 places supplémentaires par rapport à l'an dernier, le doublement du nombre de lignes téléphoniques au SAMU social, dont l'effectif augmente de 19 personnes. Coût total du plan, 1 milliard d'euros. Et puis surtout, le gouvernement tient à remettre en place une campagne de sensibilisation au danger du grand froid pour inciter les gestes citoyens. Quand on sort de chez soi et que l'on voit quelqu'un dans la rue, le minimum c'est de parler, d'essayer de voir avec cette personne ce dont elle a besoin et ensuite de pouvoir appeler le 115 en disant voilà quelles sont les caractéristiques, quels sont les besoins de cette personne. Bonsoir. La semaine à venir s'annonce froide. Ce soir, le ministère adresse donc un message de vigilance au préfet concernant les sans-abri. La politique de ce vendredi, c'est bien sûr le début du congrès du Parti socialiste qui s'est ouvert au Mans cet après-midi. Tous les leaders lancent des appels à l'unité, une unité de façade ou un véritable rassemblement des forces du PS. Impossible de dire ce soir s'il y aura un front uni crédible et un programme d'alternative à la droite après les déchirements de ces derniers mois. J'invite Imberg, Pascal Caron. À quoi sert le PS? Une bonne question à laquelle tous les dirigeants du parti, tellement divisés il y a quelques jours, ont finalement décidé de répondre à l'unisson dans ce congrès. À les croire, le PS sert d'alternative aux Français. Dans la crise que traverse notre pays, l'échec de la droite étant avéré depuis 3 ans et demi, il faut que la gauche soit au rendez-vous. Et elle ne peut l'être qu'avec des propositions. Et en attendant les propositions, comme par miracle, c'est l'ère de la synthèse que l'on murmure déjà au Mans. La synthèse, le mot magique du vocabulaire socialiste, le texte qui mettrait tout le monde d'accord, les oui et les non au référendum, François Hollande et Laurent Fabius. Compte tenu de l'image des socialistes, qui est quand même pas bien fameuse, donner ce sentiment, quelles que soient les différences qui existent, bon, il y a l'unité qui prévaut, c'est important. Il faut bien que ça s'arrête un jour, hein. C'est comme dans les familles, il faut bien qu'à un moment donné où ça s'arrête, on se retrouve sur quelque chose. Il y a bien quelques nuances, le trio Payon-Montebourg-Emmanuelli qui pèse désormais un quart du parti veut faire monter les enchères, il y aura des réunions de courant, chacun dans son coin, mais l'essentiel c'est l'image, l'heure est donc aux accolades, aux embrassades, avant de dire unanimement à la tribune que la France va mal. Camarades, la France s'enfonce dans l'obscurité du désespoir. La France s'enfonce, mais le PS et ses nombreux présidentiables, lui, se redresseraient. Tel est le message que va tenter de faire passer le parti de François Hollande ce week-end, avec au bout de ce congrès peut-être une synthèse inimaginable il y a encore quelques jours. François Hollande promet donc ce soir l'unité et un congrès utile aux Français. Ce fidèle de Lionel Jospin est à la tête du parti depuis 1997. Il y a quelques jours, sa motion a remporté plus de la moitié des suffrages des militants. François Hollande qui essaie donc de se poser en rassembleur sur le chemin de la présidentielle de 2007. Alexandre Carra, Frédéric Basile. Tiens bon. 8 ans déjà qu'il tient bon, François Hollande. À tel point que certains le surnomment le culbuto, du nom de ces petits bonshommes qui, ballottés dans tous les sens, finissent toujours par se redresser. 1988, Laurent Fabius est président de l'Assemblée. Un tout jeune député entre en scène, fraîchement élu en Corrèze. François Hollande n'a pas 34 ans et déjà sa cible favorite, c'est Jacques Chirac. Je crois qu'il pêche à la fois par omission et par vantardise. Moins de 10 ans plus tard, le voici propulsé à la tête du parti. Sa mission, tenir la maison PS en bon ordre, alors que Lionel Jospin entre à Matignon. 21 avril 2002, Lionel s'en va, François reste. Il mène alors le PS à une bataille perdue d'avance, les législatives. L'année suivante, il réussit lors du congrès de Dijon à conserver les rênes du PS par la grâce d'une alliance avec Laurent Fabius. 2004, l'année de tous les succès. En mars, c'est une vague rose qui emporte la quasi-totalité des régions françaises. 2 mois plus tard, même décor, même scénario, les socialistes réalisent leur meilleur score pour des élections européennes. Dans le même temps, c'est l'invention médiatique et la mise en scène d'un nouveau tandem politique. Je suis très heureuse d'être ici à Limoges, aux côtés du maire, d'abord Alain Rodet, de Jean-Paul, de Robert et bien sûr de François. Ça me permet de joindre l'utile à l'agréable car nous ne nous sommes pas beaucoup vus pendant cette campagne. C'est moi l'utile. François et Ségolène, duettistes à la ville comme au Parti socialiste. Un numéro qui en agace plus d'un au PS. Mais alors, rien ne semble pouvoir stopper l'ascension de François Hollande. 2007 approchant, c'est l'Europe qui sera le bouc émissaire des ambitions. Premier round en faveur de François Hollande lors du référendum interne sur la Constitution. Le 29 mai, c'est une autre histoire. La victoire du non par chaos brise l'élan de celui qui se voyait déjà présidentiable. Dans quelques jours, François Hollande devrait être réélu premier secrétaire.
égalant ainsi la longévité à la tête du PS d'un certain François Mitterrand. À l'Élysée, Jacques Chirac a reçu les lauréats du concours Talents des cités. Jacques Chirac qui a souligné qu'on pouvait réussir dans les quartiers à condition de le vouloir. C'est la première fois que les gagnantes de cette opération créée par le ministère de l'Emploi et le Sénat sont reçues par le chef de l'État, une façon symbolique d'appuyer et de valoriser le parcours de ces jeunes. Des jeunes qui ont créé leur propre entreprise, issus des quartiers, ils démontrent leur envie de réussir, à l'exemple de ces deux jeunes femmes qui ont choisi de s'implanter dans une cité. Elles font du prêt-à-porter féminin, elles font partie des lauréats du concours Talents des cités. Mallory Hanouna et Frédéric Capran. Ces deux jeunes femmes l'ont décidé. Dans le quartier Villeneuve à Grenoble, la mode a désormais droit de cité. Il y a un an, elles créent leur ligne de vêtements. Inhospitalier ces immeubles, pas pour elles. Dès le départ, leurs motivations sont claires. Pouvoir se lancer grâce aux aides qui sont liées à la zone franche urbaine. Et puis après, c'était aussi une vocation un peu plus sociale d'essayer de participer au développement de ce quartier. Leur concept, une couture urbaine destinée aux adolescentes des quartiers devenues femmes. À Laurie la création, à Mélanie la gestion et pour les essayages, on appelle les copines. 3 collections déjà, une vingtaine de points de vente, pas encore de quoi s'assurer un revenu régulier et pourtant, elles espèrent bien embaucher d'ici un an. Il faut vraiment avoir en tête que le parcours est vraiment long, il est difficile, que c'est un investissement personnel, ça c'est certain, il ne faut vraiment pas compter ses heures. Et puis c'est aussi un investissement financier. Il y a toujours le risque de demain déposer le bilan parce que problème financier, parce que plein de choses peuvent arriver. Mais non, on reste quand même confiant dans l'avenir, je pense, sinon on ne ferait vraiment plus rien. Salut. Pour suivre ses rêves, mais les pieds sur terre, c'est le conseil qu'elle donne aux nombreux jeunes qui les sollicitent depuis qu'elles ont ouvert la voie. Vous voyez déjà Douro avec une grande tour, avec un logo lumineux le soir à Paris. Eux ambitionnent de créer une marque sportive et de concurrencer les plus grands, avec toujours en tête de valoriser leur environnement. On est à côté déjà de 2 zones assez sensibles. Et puis au niveau de la zone franche aussi, c'est vraiment intéressant. Beaucoup parlent de délocalisation ou de faire ça dans les pays, en Chine, dans l'Est. Je pense que vraiment la France, c'est là qu'il faut construire parce que c'est notre pays avant tout. Demain au Sénat, Laurie et Mélanie recevront un prix pour s'être implantées dans cette cité. Une façon d'encourager les jeunes sans complexe qui mettent l'ambition au service de leur talent. À Strasbourg, Dominique de Villepin s'est rendu à l'ENA, appelant les futurs hauts fonctionnaires de l'État à faire vivre l'égalité des chances. Le Premier ministre célébrait le 60e anniversaire de l'École nationale d'administration. Il a rencontré des étudiants venus des zones d'éducation prioritaire pour un déjeuner dans un restaurant de la ville. La semaine passée se déroulaient les cérémonies de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 6 poilus sont encore en vie. Jacques Chirac qui a retenu le principe d'obsèques solennelles pour le dernier soldat de la guerre 14-18. L'actualité internationale avec cette nouvelle escalade de la violence en Irak. En ce vendredi, 2 attentats suicides contre des mosquées chiites ont tué au moins 73 personnes, dont de nombreux fidèles surpris en pleine prière. Un couvre-feu a été instauré dans cette région à 200 km de Bagdad. La capitale irakienne n'a pas été épargnée. Samasoula. Les kamikazes ont actionné leurs bombes pendant la prière à l'intérieur des 2 mosquées chiites fréquentées par des Kurdes. En ce jour de grande prière, c'est un carnage. 77 morts, 80 blessés dans cette ville proche de l'Iran, jusqu'à présent épargnée par les violences. Quelques heures plus tôt à Bagdad, une caméra de surveillance filmait cet autre attentat, un camion piégé cette fois. L'explosion a eu lieu à proximité d'un centre de détention et d'un hôtel fréquenté par des Occidentaux. Ici encore, une autre voiture piégée. Elle a surpris dans leur sommeil les habitants de ce quartier résidentiel. Sous les décombres, un miraculé. Totalement enseveli, l'homme s'en sort pourtant vivant. À un mois des élections législatives, les attentats se font de plus en plus meurtriers et attisent chaque fois un peu plus les tensions religieuses. L'affaire fait scandale aux États-Unis, mais aussi en Europe. La CIA est accusée d'utiliser des avions non identifiés transportant des terroristes islamistes qui auraient fait escale dans différents pays de l'Union et en Afrique du Nord. Des escales qui embarrassent bon nombre de gouvernements. L'Espagne promet notamment la transparence sur cette affaire. Frédéric Rota, Bruno Vignier. L'information publiée par la presse espagnole risque d'être bien difficile à vérifier. Ce Boeing 737 immatriculé N313P a-t-il fait escale une dizaine de fois à Majorque et aux Canaries entre janvier 2004 et janvier 2005? La question se fait chaque jour plus pressante.
Selon des experts, cet appareil serait l'un des nombreux que la CIA possède, par le biais de compagnies privées, des compagnies en grande partie financées par l'agence américaine de renseignement. D'après certains médias, cette flotte aérienne servirait à transporter via l'Espagne des prisonniers détenus à Guantanamo ou en Afghanistan, dans différents pays du monde. Et cela à des fins d'interrogatoire dans des installations militaires ou même à bord de l'appareil, dans tous les cas sans la présence d'un avocat. Des avions prisons dont le trajet et les escales auraient été couverts par les gouvernements et les services secrets occidentaux. Très vraisemblablement, cette affaire est un montage de services qui a donné lieu à des échanges et des accords bilatéraux impliquant vraisemblablement les services des pays européens qui sont concernés par ces incarcérations informelles et grises tout à fait illégales. Donc il y a fort à parier qu'au-delà des enquêtes, malheureusement, on va très vite se heurter au mur à l'opacité du confidentiel défense. Des pays comme la Pologne ou la Roumanie, soupçonnés d'avoir accueilli des avions de la CIA, ont d'ores et déjà nié en bloc. S'ils étaient démontrés, ces transports clandestins pourraient éloigner encore un peu plus l'administration Bush de son opinion publique. En Corée du Sud, affrontement entre des milliers de manifestants altermondialistes et les forces de l'ordre, des policiers anti-émeutes qui ont utilisé des canons à eau pour repousser ces agriculteurs sud-coréens. En marge du sommet de l'Asie-Pacifique, la ville qui accueille ce rendez-vous annuel a été transformée en forteresse. Les policiers ont fait ériger des conteneurs pour bloquer les routes menant au centre de réunion. En Grande-Bretagne, arrêtons-nous sur cet encouragement financier distribué aux élèves d'un lycée de Bristol. Dans ce quartier pauvre de la ville, on récompense la réussite en payant des primes aux élèves de 200 à 600 € pour l'obtention de l'équivalent du brevet des collèges. Maryse Burgot. Cet élève a gagné 512 €. Son ami a obtenu plus avec 542 €. Des récompenses attribuées en fonction de leurs bons résultats scolaires. Dans ce lycée de Bristol, les élèves travaillent aussi pour l'argent. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu les mêmes résultats s'il n'y avait pas ces récompenses financières? J'ai évidemment travaillé plus dur parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Cela motive les élèves. Ils étudient beaucoup plus et beaucoup mieux uniquement parce qu'il y a une récompense à la clé. C'est un peu comme dans le monde réel. Vous voulez un bon travail pour gagner de l'argent. Ici, on est encouragé à travailler plus et donc on a une récompense. Ce lycée public, situé dans un quartier défavorisé de Bristol, reçoit quelques fonds privés, mais c'est avec l'argent public que les récompenses sont payées chaque année. Le système fixe des objectifs à atteindre pour chaque élève lors de cet examen, l'équivalent du brevet des collèges. 15 € par matière et par élève, à chaque fois que la note fixée est obtenue. Cet argent est dépensé à bon escient puisque ces jeunes gens ont vraiment de meilleurs résultats et nous allons continuer. Ce système a été mis en place en 2002. Le taux de réussite à l'examen a augmenté depuis de 57%. Malgré cela, les syndicats d'enseignants britanniques dénoncent cette méthode qu'ils jugent inappropriée à l'univers scolaire. Médecine, avec la mise au point d'un gel capable de réparer des vaisseaux sanguins et des tissus humains, c'est presque de la science-fiction et pourtant cette potion magique a été mise au point aux États-Unis. Et si cette découverte tient à toutes ses promesses, on pourra alors construire de nouveaux organes. Nathalie Sapena. Un gel transparent bien anodin à première vue. Il possède pourtant une propriété extraordinaire, recréer des organes du corps humain en laboratoire. Explication. Des cellules du patient sont cultivées. Mélangées à ce gel, elles fusionnent et réussissent à recréer l'organe en 3 dimensions, comme ce vaisseau sanguin. Le nouvel organe ainsi reconstitué, par exemple ici une artère abdominale, peut ensuite être implanté à la place du vaisseau défaillant. Ce n'est pas de la science-fiction. Des vaisseaux cultivés en laboratoire ont déjà été greffés cet été à 2 patients argentins. La mise au point de ce gel par une équipe américaine devrait accélérer les recherches et les essais cliniques. Nous n'essayons pas de manipuler la biologie, nous ne jouons pas à Dieu. Nous essayons tout simplement d'utiliser ce qui existe en biologie pour permettre aux tissus de se reconstituer. Car avec cette technique, pas de débats éthiques qui bloquent la recherche. Elle n'utilise pas de cellules souches de l'embryon humain. Un espoir pour les millions de cardiaques et de diabétiques qui pourraient être les premiers bénéficiaires de cette nouvelle médecine régénératrice.
Depuis ce soir 18h à disposition des enfants, la première chaîne gratuite, un événement. Gulli fait partie de l'offre de la TNT, des programmes jeunesse pour les petits pendant la journée. Laurent Di, Beurre Numério. Pour l'occasion, tous ceux qui ont préparé ce moment sont descendus en régie. Ça y est, vous venez d'assister avec eux à la naissance d'une nouvelle chaîne, Gulli, éditée par le groupe Lagardère et par France Télévisions, public visé les enfants de 4 à 14 ans. On est très émus, très contents et surtout on veut que cette chaîne soit un cadeau à tous les enfants qui l'attendent et pour qui ça va être un cadeau de Noël un petit peu en avance. Au programme, forcément, des dessins animés. Beaucoup de dessins animés, les 2/3 de l'antenne. À côté, quelques séries, des documentaires, et puis plus original, des émissions pour les parents. Gulli est la 20e chaîne jeunesse lancée en France. Son principal atout face à la concurrence, être diffusée gratuitement sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Une chance pour tous les enfants qui n'ont ni le câble ni le satellite. Ces enfants auront pour la première fois une chaîne gratuite pour eux avec des programmes qui leur seront destinés à toute heure de la journée. Et c'est une première dont nous sommes à France Télévisions très heureux. La chaîne devrait vivre uniquement de la publicité, mais pour faire venir les annonceurs, Gulli va maintenant devoir convaincre les 6 millions de familles qui peuvent la recevoir. Patinage ce week-end à Bercy, les meilleurs patineurs de la planète se sont donné rendez-vous. L'occasion pour Brianne Joubert de s'illustrer à 3 mois des Jeux Olympiques. Actuellement, le champion ne cesse de peaufiner son programme. Nathanaël de Rinxin, Pascal Caron. Sur la glace de Bercy, Brianne Joubert répète ses gammes. Il y a encore quelques fausses notes, agaçant avant la première. Il m'a pas pris la tête pendant 2 semaines ce saut, et là il va me faire chier là. Tu te remets en question là tout de suite, puis tu le fais tranquillement, et puis comme tu sais le faire, il n'y a aucun souci. L'entraîneur se veut rassurant, mais on peut être un des meilleurs patineurs du monde et bégayer son programme. C'est surtout la performance qui compte pour voir où j'en suis physiquement, où j'en suis techniquement et mentalement. Pour devenir le meilleur, Brianne Joubert travaille avec des chercheurs de Poitiers spécialisés dans le sport. Grâce à ses capteurs, le Français peut analyser ses performances sur ordinateur. Les entraînements sont filmés, chaque saut est disséqué, image par image. Le quadruple, moi j'ai été surtout intéressé par le nombre de tours que je faisais dans la montée. J'en fais 2 et je pensais que j'en faisais plus que ça. Ça prouve que j'ai encore une marge. C'est plutôt intéressant si jamais on veut essayer le quintuple ou quelque chose comme ça. Pour séduire les juges, Brianne Joubert compte sur Chéline Bourne, une Canadienne championne du monde de danse sur glace, qui l'aide à travailler certains passages de son programme. Ces petits pas, nous les avons retrouvés sur la glace de Bercy. Ce week-end, Brianne Joubert se lance à l'assaut de son premier objectif de l'hiver, une étape sur le chemin du titre olympique. Monaco vit à l'heure des cérémonies d'intronisation du prince Albert II. Demain, jour de la fête nationale monégasque, ce sera le grand jour avec la retransmission de la messe pontificale en direct sur France 2, à laquelle participeront de nombreuses délégations étrangères, dont plusieurs héritiers des familles royales. Albert II de Monaco qui nous a reçus au palais pour une interview exclusive. Mais d'abord, les derniers préparatifs. Nathalie Jourdain. Le prince Édouard et Sophie Rhys-Jones, représentant la reine Elisabeth II d'Angleterre, la princesse Victoria de Suède, les têtes couronnées arrivent sur le rocher. L'escorte est plutôt discrète, le dispositif de sécurité, des policiers en civil. À l'intérieur du palace, dernier briefing avant la grande réception de demain soir. Arrivé au hôtel de Paris, tapis rouge en place, le prince en premier. Champagne et chocolat princier accueilleront les 300 convives du souverain. Mais le temps fort, c'est à la cathédrale qu'on le prépare. La messe pontificale sera filmée par 11 caméras. Les drapeaux du Saint-Siège et de la Principauté sont déroulés. Le curé y veille personnellement au pas de course. Pendant ce temps-là, le lys blanc fait des caprices. La fleur est fragile, mais il faut qu'on change et qu'on en mette un autre. On en met un autre. Plus disciplinée, la fanfare des carabiniers. La formation jouera sous les yeux du prince pour la cérémonie de la prise d'armes. Moins solennelle, mais tout aussi sérieuse, la générale à l'Opéra de Monte-Carlo. Demain soir, le souverain monégasque et ses invités entendront le Voyage à Reims de Rossini.
L'histoire se déroule en 1825, un jour de sacre, celui de Charles X. Un clin d'œil, ce sera aussi le point d'orgue des cérémonies d'intronisation. Monseigneur, bonsoir, merci de nous accueillir dans cette salle du Palais, la veille donc de ces cérémonies d'intronisation auxquelles participeront un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. J'avais envie de vous demander dans quel état d'esprit êtes-vous, et j'imagine que forcément il y a une émotion toute particulière. Bien sûr, il y a une grande émotion, puisque je pense inévitablement à mon père. C'est une nouvelle vie, mais c'est celle à laquelle il avait grandement contribué à me préparer. Vous étiez à Paris il y a quelques jours pour votre première visite officielle en France, et vous avez à cette occasion signé une convention sur la transparence financière et judiciaire. Est-ce que ça veut dire que Monaco ne sera plus un paradis fiscal, bancaire et judiciaire? Alors, si tant est qu'il n'ait jamais été, j'en ai un petit peu assez que dans une même phrase, on fasse l'amalgame entre Monaco et blanchiment d'argent. L'éthique sera désormais au centre de toutes les actions du gouvernement de la principauté. Et tout va être mis en œuvre pour que ceux qui enfreignent ces règles-là, eh bien, soient poursuivis de la façon la plus sévère possible. C'est un engagement. C'est un engagement que j'ai pris déjà depuis plusieurs mois. Pour beaucoup, Monaco, c'est une double image, le casino et la banque. Alors, est-ce que ce n'est pas une image qui est trop réductrice? Et quelle image souhaitez-vous donner désormais de Monaco? Écoutez, moi, alors ça ne correspond bien sûr pas du tout à la réalité. Il y a une réalité économique à Monaco qui est d'une économie diversifiée, qui emploie près de 40 000 personnes. Pour une population résidente de pas tout à fait 33 000. Les médias aussi se sont concentrés sur l'image traditionnelle de la principauté, ou sur les clichés traditionnels, mais il y a une générosité à Monaco, il faut la montrer aussi, et j'aimerais que la principauté soit aussi ça, soit celle du cœur, de la générosité et de l'harmonie. Est-ce que vous êtes lassé par cette frénésie de la presse people qui s'acharne sur la famille princière? Écoutez, oui, bon, on est malheureusement habitué depuis fort longtemps, puisque la famille a subi une certaine intrusion médiatique dans notre vie privée. Alors, bien sûr, c'est non seulement lassant, mais c'est un petit peu agaçant quand elle devient trop insistante ou trop fréquente. Alors certains ont dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas d'arrangement ou de connivence? Parce qu'au fond, Monaco bénéficie de cette image papier glacé. Alors je peux vous dire, chère Madame Schoenberg, qu'il n'y a jamais eu d'arrangement avec qui que ce soit. Je ne sais pas d'où est partie cette rumeur et comment elle s'est propagée, mais il n'y a jamais eu d'arrangement avec quelque média que ce soit. Alors puisqu'on parle de la presse people, la presse a largement commenté votre paternité. Comment vous avez vécu cette période? Mais écoutez, de façon très difficile, parce que c'était à une période quand même sensible, c'était en plein deuil. Alors il a fallu, bien sûr, réagir un petit peu en étant pris de court. Mais écoutez, je crois que j'ai pu m'exprimer sur ce sujet abondamment. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire maintenant d'y revenir. Ça reste une blessure, une épreuve? C'est toujours une blessure quand c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas à pareille période. Et on est toujours peut-être plus sensible ou plus émotif quand cela arrive comme ça, sans aucun signe préalable. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez pris vos nouvelles fonctions? J'étais très très bien préparé et en fait rien n'est venu en surprise, mais c'est vrai qu'il y a une attention et une concentration de travail qui est beaucoup plus importante. Qu'avez-vous découvert sur vous-même ces derniers mois? Écoutez, je crois que c'est un peu comparable là aussi à lorsqu'on prépare une grande compétition sportive, par exemple. C'est qu'il y a
c'est que quand on est mis en difficulté, quand on est au pied d'un événement important, eh bien on doit puiser au fond de soi-même pour trouver des ressources nouvelles et peut-être un courage supplémentaire. Et c'est ça, parce que dès qu'on est mis devant un défi, eh bien ces qualités, on fait appel à ces qualités pour essayer d'affronter ces situations dans les meilleures conditions possibles. Dernière question, elle concerne votre vie publique et privée. Est-ce que vous devez donner à la principauté une princesse et un héritier? Donc, autrement dit, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir vous marier? C'est une question prioritaire? Écoutez, d'abord, ça n'a jamais été une obligation pour les princes de Monaco de se marier. Il fallait assurer une descendance, bien sûr, mais je n'ai jamais dit que je n'allais jamais me marier. Vous conseillez, vous presse de le faire? Personne ne me presse de le faire. Merci, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà donc pour cet entretien réalisé cette semaine. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, le point route Valérie Maurice, 20h50 PJ, 1h25 le journal de la nuit avec Jean-Claude Renaud. Demain dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Hélène Grimaud. 9h45 le rendez-vous. Élise Lucet, Stéphane Bern, Frédéric Mitterrand et Philippe Arroir présenteront une émission spéciale pour l'intronisation du prince Albert II de Monaco. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France.